On a tous déjà ouvert un robinet pour se servir un verre d'eau sans même y penser. C'est un geste tellement simple, tellement quotidien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le défi gigantesque qui se cache derrière. Comment garantir cette même eau à des millions de personnes, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans 10, 20 ou 30 ans? Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette ingénierie complètement invisible. Et voilà la question centrale, celle qui guide absolument tout. Parce qu'avant de poser le moindre tuyau, avant même de creuser quoi que ce soit, les ingénieurs doivent faire un bond dans le futur. Ils doivent littéralement concevoir l'approvisionnement en eau pour une ville qui n'existe pas encore. Alors, par où est-ce qu'on commence? On pourrait penser que tout démarre avec des plans, des bulldozers. Eh bien non. Tout commence avec des chiffres, avec des données. La toute première étape, c'est d'arriver à prédire la soif future de cette ville. Pour ça, il faut regarder dans le rétroviseur. Les urbanistes se plongent dans les anciens recensements, comme ceux de 1994 ou 2004, pour décortiquer le rythme de croissance de la population. Et une fois qu'ils ont compris cette dynamique passée, ils peuvent la projeter dans l'avenir et estimer combien d'habitants il y aura à l'horizon du projet, disons 2025. Cette projection démographique, c'est la base de tout, c'est le point de départ indispensable. D'accord. Donc, on a un chiffre, le nombre d'habitants dans le futur. Mais concrètement, ça représente quelle quantité d'eau? C'est là qu'on passe à une sorte de recette d'ingénieur pour traduire ce nombre de personnes en litres, en mètres cubes. Et le mot-clé ici, le terme technique mais super important, c'est la dotation. Il faut voir ça comme le budget en eau alloué en moyenne à chaque personne, chaque jour. C'est une moyenne, bien sûr, personne ne consomme exactement la même chose, mais c'est cette unité de base qui va permettre de tout calculer. La logique est donc assez simple en fait. Étape 1, on prend la population future. Étape 2, on identifie tous les besoins différents, les maisons, les bureaux, les usines. Et étape 3, on additionne tout ça pour avoir la demande totale. Ça a l'air facile dit comme ça, mais vous allez voir, c'est un vrai puzzle. Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas la même soif. Prenons l'exemple concret de la ville de Roumanie. On voit bien qu'un foyer qui est raccordé au réseau consomme logiquement beaucoup plus qu'un foyer qui ne l'est pas. Pareil pour une administration ou une usine. Leurs besoins sont très spécifiques. Chaque type d'utilisateur a sa propre dotation, son propre budget en eau, et le calcul final, c'est l'addition de tous ces besoins. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons comment ça se passe dans le monde réel. On va mettre les mains dans le cambouis, enfin, plutôt dans les tuyaux, avec une véritable étude de cas. Voilà, le défi du jour. La ZAC de la Touradière. C'est un tout nouveau quartier qui sort de terre. La mission des ingénieurs, c'est de le connecter au réseau d'eau de la ville de Passé. Et attention, il faut le faire sans perturber l'alimentation des gens qui habitent déjà là. C'est une véritable opération de chirurgie hydraulique. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Le vrai risque quand on ajoute des centaines de nouveaux foyers, ce n'est pas de manquer d'eau, c'est que la pression chute dans tout le reste du réseau. Le but, c'est de s'assurer que tout le monde, anciens et nouveaux habitants, aura toujours une pression correcte au robinet. Alors comment être sûr que ça va marcher avant même de construire? Grâce à des simulations sur ordinateur. Regardez bien, à gauche, on a le modèle du réseau tel qu'il est aujourd'hui. Et à droite, c'est le même réseau mais avec le nouveau quartier qui a été ajouté virtuellement. Les couleurs permettent de visualiser précisément comment la pression et la vitesse de l'eau vont changer. C'est un test virtuel pour éviter un vrai problème. Et là, attention, c'est le test ultime, le crash test du réseau. Pour être sûr que le système est vraiment solide, on simule le pire scénario possible, un incendie. Une seule bouche d'incendie peut tirer 60 mètres cubes par heure. C'est un débit monstrueux. Pour vous donner une idée, c'est comme vider une piscine de taille moyenne en moins d'1 heure. Le graphique montre la chute de pression brutale pendant ce test. C'est le seul moyen de savoir si le réseau peut vraiment encaisser une situation d'urgence. Alors, le résultat? Eh bien, mission accomplie. La conclusion de l'étude est formelle, le raccordement est possible, il ne va pas dégrader le service pour les autres, la simulation a prouvé que le plan tenait la route. Le feu vert numérique a été donné. Mais ces modèles informatiques, ils reposent sur quoi dans le monde réel? Quelle est la pièce maîtresse, en béton et en acier, qui est la véritable colonne vertébrale de tout ce système? Le château d'eau, bien sûr. On en voit partout, ça fait tellement partie du paysage qu'on n'y fait même plus attention. Mais on ne sait pas toujours à quel point son rôle est crucial. Ce n'est pas juste une grosse baignoire en hauteur, c'est le cœur battant du réseau, un régulateur incroyablement intelligent. Son rôle est absolument génial. La nuit, quand tout le monde dort et que la consommation est au plus bas, les pompes le remplissent tranquillement. Et puis, le matin et le soir, au moment des pics de demande, il relâche ses taux dans le réseau pour donner un coup de main.
Résultat, il garantit une pression stable pour tout le monde, il conserve une réserve d'eau vitale pour les pompiers, et en plus, il permet aux pompes de tourner à un rythme constant, ce qui économise de l'énergie. C'est vraiment le héros méconnu du système. On a vu le béton, on a vu l'acier. Mais à notre époque, tout cet immense système physique est piloté par quelque chose d'invisible, la donnée. Allons voir le cerveau numérique qui pilote tout ça. Oui, il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, un réseau d'eau potable, c'est tout autant un système d'information qu'un enchevêtrement de tuyaux. Chaque élément est tracé, analysé, géré numériquement. On appelle ça le jumeau numérique. C'est une copie virtuelle mais parfaite du réseau réel. Chaque tuyau y est répertorié, son matériau, son diamètre, son année d'installation, chaque vanne, son type, son sens de fermeture. Alors pourquoi un tel niveau de détail? C'est simple, pour passer de la réparation à la prédiction. Si on sait qu'un tuyau a 50 ans et qu'il est fait d'un matériau qui devient cassant, on peut le remplacer avant qu'il ne lâche et n'inonde la rue. C'est ça la gestion moderne. De la simple projection démographique jusqu'au jumeau numérique ultra précis, tout ce qu'on vient de voir n'a qu'un seul et même objectif, anticiper. Avec des villes qui grandissent sans cesse et un climat qui se transforme, cette ingénierie de l'invisible est plus cruciale que jamais. Alors la prochaine fois qu'on ouvrira le robinet, on pourra peut-être penser à cette incroyable symphonie cachée qui amène l'eau jusqu'à nous. Et ça nous amène à la question finale, comment va-t-on la réinventer pour les générations futures ?